Donc je disais, il s'agit d'enraciner donc le noyau réductible de l'islam dans un terreau culturel homogène et fort, qui est donc la culture française, qui sera le système culturel et de représentation du monde homogène pour l'ensemble des jeunes. Donc finalement, tous les jeunes issus des différentes ethnies, en ayant un espace culturel commun et des référents culturels communs, donc en l'occurrence les référents français, seront à même à la fois de produire une théologie enracinée. C'est ça que ça signifie, une théologie enracinée, c'est-à-dire qu'elle est produite par les gens qui vivent cette pratique, qui ne sont pas, et qui sont socialisés dans un terreau culturel qui est le même. Et donc ce terreau culturel, ces références, c'est effectivement ce qui fait la France, et non pas la France d'aujourd'hui, ou la France telle qu'elle a évolué, mais il s'agit des fondamentaux. Donc d'abord bien sûr la langue. On ne peut pas s'identifier à un pays sans passer par la maîtrise de la langue et ses références littéraires essentielles. Donc il s'agit non pas d'orienter les enfants issus de l'immigration vers des styles littéraires pauvres et réduits, comme on le fait aujourd'hui avec les musiques actuelles, mais il s'agit de les relier à toute la tradition littéraire française qui va les imprégner durant leur enfance, dans lesquels ils vont se socialiser, donc les textes qui vont bercer leur enfance, dans lesquels ils vont se construire leur imaginaire, et c'est comme ça qu'on devient français, à travers donc ces références, d'abord littéraires, une certaine histoire qu'il faut comprendre. Bien entendu, ils n'auront pas la mémoire comme les Français qui étaient là avant, la mémoire des ancêtres, les références historiques, enfin ils n'ont pas la même histoire, puisqu'ils viennent se greffer, mais ils peuvent partager à la fois cet héritage on va dire littéraire. Ils vont partager aussi, et c'est essentiel, un certain désir de vivre ensemble. Et ça c'est déterminant, c'est-à-dire que je suis ici, mais je ne suis pas ici pour rappeler ma différence constamment, pour en faire un élément de subversion, mais je partage un héritage culturel commun qui me rend ton semblable, et je peux donc me projeter avec toi dans l'avenir, avec bien sûr un certain nombre de spécificités, notamment ma foi. Donc si cet islam on l'enracine dans ce terreau culturel fort, avec notamment, parce qu'on ne peut pas le faire partout, en zone urbaine c'est plus difficile qu'en zone rurale, ce désir donc, l'héritage littéraire, le désir de vivre ensemble, et aussi une certaine représentation, parce que je donne souvent l'exemple de l'informatique. Il faut qu'on soit tous sous Windows. Après, chacun, bien sûr, peut dessiner l'écran de son ordinateur avec un papier peint différent, mais le système de représentation, le système de fonctionnement est le même. C'est pour ça que d'ailleurs, tous les théologiens, les intellectuels musulmans qui essayent de travailler sur la présence de l'islam en Europe, etc., produisent des choses intéressantes. Mais on voit qu'ils ne sont pas sous ce fameux Windows. On a notamment un grand philosophe tunisien qui écrit des choses très intéressantes. Il vient de sortir un récent ouvrage l'année dernière, et il parle justement de dialogue, il parle de capacité de coexistence, etc. Donc il s'intègre déjà dans un extérieur qui n'est pas encore abouti. Alors qu'il s'agit là de partager dès le plus jeune âge un même espace pour pouvoir produire ensuite du sens et de la civilisation. Donc je disais, partager une certaine idée de la France, une certaine histoire, une représentation du monde, des outils d'analyse sociologique, philosophique, etc. Donc ça veut dire apprendre, comprendre et maîtriser les grands auteurs, les intellectuels français, être baigné des références en sciences sociales, etc. Et c'est comme ça qu'on construit un Français, avec bien entendu l'ensemble des pratiques, on va dire gastronomiques, culturelles, folkloriques, etc., qui sont celles du lieu où on vit et qui nous identifient au lieu où on vit. Effectivement, pour quelqu'un qui est issu de l'immigration, par exemple comme moi, qui n'a pas vécu intégralement l'ensemble de ces éléments, on a naturellement, sentimentalement, envie de transmettre à nos enfants ce que nous avons été. Mais ça, ce n'est pas un choix pragmatique, c'est un choix affectif. Et en sachant pertinemment que ce qu'on va transmettre va s'appauvrir. Ça n'a donc, c'est voué à l'échec par définition. Donc voilà ce que j'aurais pu dire pour l'histoire, l'idée d'enraciner l'islam. Mais avant d'enraciner l'islam, il faut pouvoir effectivement savoir si le terreau est de bonne qualité. Malheureusement, le terreau culturel français et la société française aujourd'hui n'est pas, on va dire, le humus le plus riche pour pouvoir accueillir cette graine de l'islam. Alors concernant l'idée du patriotisme, être patriote, c'est le sentiment le mieux partagé au monde.
Et c'est le sentiment le mieux partagé au sein même des populations issues de l'immigration par rapport à leur pays d'origine. C'est-à-dire que malgré qu'elles ne vivent pas là-bas, malgré qu'ils n'ont qu'une mémoire d'héritage, un héritage lié à leur pays d'origine, il suffit de voir les matchs de football, etc. Cette idée d'avoir un sentiment charnel, fort avec le pays où on vit et s'identifier à sa symbolique extérieure, ses drapeaux, son hymne, etc. C'est quelque chose qui est le mieux partagé au monde. J'ai été moi en Égypte par exemple, dans quasiment toutes les écoles égyptiennes, les enfants non seulement chantent l'hymne national le matin, ils saluent le drapeau. Moi, dans mes activités scouts, par exemple, mes gamins, je leur fais lever le drapeau français, je leur fais saluer en salut scout le drapeau français. Parce que c'est le drapeau de leur pays. Après, effectivement, pour quelqu'un qui a été baigné du discours antiraciste, etc., comme quelqu'un de ma génération, ça fait presque facho de saluer le drapeau français. Alors que c'est le geste le plus naturel qui soit au monde. Dans tous les pays du monde, les gens saluent leur drapeau. Et il semblerait que seuls les Français n'aient pas le droit. Donc, et cette vision-là, ou en tout cas ce réflexe-là, les populations issues d'immigration et de confession musulmane en grande partie l'ont aussi intégré. Moi j'ai un ami qui est turc, qui est marié avec une turque, il est pratiquant, musulman pratiquant, il va en Turquie souvent, il a des amis là-bas qui sont turcs, qui aiment leur pays, donc il n'y a pas plus nationaliste que les Turcs, et patriotes que les Turcs. Les Turcs, ils ont des autocollants sur leur voiture, il est écrit la Turquie tu l'aimes ou tu la quittes. Un slogan comme celui-là est en France considéré comme étant 100% raciste, alors que c'est des autocollants que les jeunes Turcs ont sur leur voiture naturellement. Pourquoi? Parce que on ne peut pas survivre, se projeter dans l'avenir si on n'a pas une relation forte avec son pays et si on n'apprend pas à l'aimer et donc potentiellement aussi à le défendre. Et je pense aussi, de ce point de vue-là, que les musulmans peuvent jouer un rôle déterminant dans la revivification d'un certain patriotisme, d'un certain rapport à la nation, qui est la leur, la nation française, qui, à mon sens aujourd'hui, est la voie ultime et la seule alternative possible en termes de résistance face au véritable ennemi, qui n'est pas le racisme, qui n'est pas le néocolonialisme, pseudo-néocolonialisme que certaines élites françaises auraient, etc. C'est absurde. Le véritable ennemi principal, il s'appelle le mondialisme, c'est-à-dire l'idéologie qui accompagne la mondialisation, qui est un phénomène naturel, économique, historique, d'accélération des échanges. Ce mondialisme est une idéologie très simple, qui consiste à voir le monde comme un immense marché, et comme toute logique marketing, plus on standardise les consommateurs, ou le comportement des consommateurs, mieux on vendra. Donc il s'agit finalement de McDonaldiser le monde, et aujourd'hui la seule façon de résister, c'est de sauvegarder les patrimoines culturels locaux, d'une part, et de résister à ce modèle unificateur. Et je pense que les musulmans ont un rôle déterminant, puisque aujourd'hui, ce mondialisme il s'exprime à travers deux axes, à travers une double démarche. Il y a d'abord un système d'oppression militarisé, donc c'est les bots, c'est le bruit des bots, et un modèle économique uniformisant, c'est McDonald's. Or aujourd'hui, qui résiste le mieux aux bots, aux chars d'assaut, envahissantes et destructrices que sont l'arme américaine, puisqu'aujourd'hui c'est l'empire américain qui porte le mondialisme en tant que système idéologique. Ce qui résiste aujourd'hui le mieux à la fois à la dimension militaire de ce mondialisme et à sa dimension économique, eh bien c'est le paysan irakien ou afghan. Le paysan irakien ou afghan, il est habillé avec son pramis traditionnel, il a sa vieille pétoire avec laquelle il résiste contre le M16 américain, donc il est au premier front de la résistance militaire à ce mondialisme armé, et il résiste à l'hamburger à travers sa galette irakienne et ses dattes de bédouins qu'il mange quand il est planqué derrière un rocher en entendant le prochain bombardement. Donc les musulmans dans leur pays d'origine sont au front de ce mondialisme destructeur, et je pense que nous les musulmans qui sommes ici en Europe et particulièrement en France, nous avons une occasion unique de régénérer ce patriotisme, parce que comme nous sommes français récents, eh bien, l'exemple du patois que je donnais tout à l'heure, les Français ont abandonné leurs patois locaux. Moi, je sais que par exemple, chez moi dans le Nord, dans certaines mosquées, les jeunes de ma génération racontent des blagues en patois au sein de la mosquée.